l'idée de cette deuxième session, c'est effectivement, évidemment, de situer dans le prolongement de la première, mais c'est surtout d'aller vers quelque chose qui soit cette fois-ci, comment j'allais dire, non pas plus concret, mais qui permette de donner des repères. Ce que j'ai mis, arriver à créer des repères chez les enseignants, et d'autre part, développer un certain nombre de stratégies chez les élèves. C'est-à-dire, l'idée, c'est, en somme, de se dire, il y a trois grands changements que tu viens d'énoncer, ou trois grandes, j'allais dire, contraintes qui sont levées. La contrainte du temps, qui n'est pas la même, c'est-à-dire ce n'est pas des heures de cours tranchées. La deuxième contrainte, c'est évidemment celle de la classe, de l'espace classe, c'est-à-dire la question au fond du lieu qui est vécu différemment. Il existe un groupe classe, mais il n'existe plus de lieu classe en tant que... Voilà. Et puis, le type de regroupement des élèves, puisqu'aujourd'hui, les regroupements se font sous une autre forme que celle qu'on a l'habitude de voir. Donc, à la fois, ces trois changements et trois contraintes, j'allais dire, qu'on pourrait considérer comme étant levées. Alors, par rapport à la première session, où on avait mis l'accent à propos de cette question du paradoxe, comment, j'allais dire, trouver un équilibre en redonnant davantage de place à l'évaluation formative, l'idée là, c'est évidemment de continuer dans cette voie-là. Et donc, à l'intérieur de la démarche de cet après-midi, l'idée, c'est de vous faire trois propositions qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des repères pour les enseignants, et puis en même temps, un certain nombre de stratégies qui permettraient aux élèves de se situer autrement par rapport au travail. Alors, j'avais demandé, merci Michel, il avait envoyé à chacun d'entre vous ce tableau de John Hattie, et donc ce tableau, qui est une énorme étude qui avait été faite, il a 20 ans. Et donc, un peu comme Alexandre Dumas, la question c'était, mais au fond, 20 ans après, est-ce que les choses ont beaucoup changé? Alors, il est évident qu'on a choisi ce tableau-là parce que le premier effet, enfin, j'allais dire, le premier critère de réussite chez les élèves, on voit que c'est précisément l'évaluation formative. Et donc, forcément qu'on était intéressé par ces questions-là. Et en même temps, voilà, comment aujourd'hui, 20 ans après, vous regardez ce tableau? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse sous forme d'un sondage. Et la question étant, 20 ans après, comme dit Alexandre Dumas, est-ce que vous êtes plutôt toujours en accord avec cette grille? C'est pour ça qu'on vous l'avait envoyé auparavant pour que vous ayez le temps d'en prendre connaissance, parce que ce n'est pas très long, mais il faut quand même lire tous les items, comme on dit, pour faire chic par rapport à ça. Et est-ce qu'elle vous paraît aujourd'hui encore tout à fait juste dans l'établissement que vous pilotez, ou est-ce qu'elle vous paraît relativement obsolète? Donc, j'allais dire, la question c'est, parce que c'est important, vous paraît-elle obsolète? Si elle vous paraît obsolète, dans ce sondage, la réponse ce sera effectivement oui. Si elle ne vous paraît pas obsolète et si vous considérez qu'on peut penser que cette grille est encore un outil extrêmement important pour les équipes enseignantes, alors on répond non. Voilà. Donc on démarre le sondage avec l'idée donc vrai ou faux. Donc vous voyez apparaître en bas, oui, 23 personnes, donc 68%, et non, 11 personnes, donc 32%. Donc c'est intéressant parce que tout à l'heure, ça pourra faire débat, c'est-à-dire ce sera important de se dire pourquoi, au fond, elle est obsolète. Alors, je vais faire une première proposition par rapport à ça, mais évidemment, ce sera important d'entendre vos propres réponses. C'est-à-dire, ce qui va nous servir de moteur aujourd'hui, c'est qu'il y avait dans cette grille des pistes que vous avez là un peu dans la loupe, comme si la loupe servait à mettre l'accent, où on voit que les items 1, 3, 5 et 6 sont des items qui concernent tout à fait ce qu'on va illustre au fond, ou on va illustrer plutôt, ces 4 items-là
qui sont tournés vers l'évaluation formative, vers le feedback apporté aux élèves, les stratégies de métacognition et l'auto-verbalisation ou l'auto-questionnement des élèves, c'est-à-dire des choses qui sont plutôt faciles à mettre en œuvre dans les conditions qui sont les nôtres. C'est-à-dire ces conditions, au fond, de confinement ou au moins d'éloignement tels qu'on peut les vivre aujourd'hui. Et donc, on va considérer que ces 4 éléments-là sont plutôt des points d'appui. Par contre, et ce sera important tout à l'heure que vous puissiez répondre, mais on voit que dans la partie droite, c'est écrit il y a 20 ans, à un moment où le numérique est loin encore d'avoir trouvé sa place. Et du coup, la question, et je pense aux gens qui ont répondu que non, qu'elle était toujours valable, c'est-à-dire qu'il reste véritablement ce que j'ai appelé des défis ici, et qui sont liés précisément à la question du travail solitaire, j'allais dire, de l'élève, soit par rapport au numérique, soit par rapport au travail qu'il doit fournir lui-même en tant qu'élève. Donc voilà. Donc je précise, hein, si on veut aller plus loin, c'était une étude qui était donc très importante puisqu'elle regroupait la synthèse de 50 000 études et qui représentait 80 millions d'élèves. Et ce livre que vous avez à droite, qui est représenté, il existe et en français et en anglais. Je n'insiste pas là-dessus, il suffit juste d'avoir repéré le nom de John Hattie et justement de se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette par rapport à ça. Alors, dans ce travail de cet après-midi, pour aller vers les propositions, l'idée d'aller vers ces propositions, c'était en même temps de rapprocher par rapport aussi à l'évaluation, à la session numéro 1, la question de l'évaluation formative et la question des compétences, telles que Pascal l'a présentée. Alors, quand je dis telles que Pascal l'a présentée, vous voyez cette citation, l'approche par compétences permet d'insister sur la transformation en profondeur de l'organisation cognitive de l'élève, car il s'agit bien de voir comment le savoir est approprié et opérationnalisé dans des contextes variés et non pas seulement répété ou restitué dans les mêmes conditions que son acquisition. Pourquoi j'insisterai là-dessus? C'est parce que justement Pascal avait parlé de l'importance des compétences et dans cette question-là, on voit bien qu'il s'agit de faire rupture avec ce qui avait été dit des compétences, par exemple dans la question du socle commun ou des supports donnés aux enseignants dans les socles communs. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 sujets de colère un peu chez les enseignants au moment de la mise en place des évaluations par compétences. C'était de se trouver par rapport à un livret qui mélangeait d'ailleurs des vraies compétences, mais aussi des savoirs. Donc les choses n'étaient pas claires. Et donc dans ce mélange-là, et la deuxième, avec des gens qui étaient malgré tout en général peu accompagnés pour prendre en compte ces changements. Et puis, rappelez-vous, beaucoup d'enseignants trouvaient que la multiplicité des rubriques avait amené une expression qui s'appelait la création d'une usine à cases, C-A-S-E, S. Et donc ici, il ne s'agit pas de rentrer dans cette question-là, il s'agit véritablement de travailler, de rapprocher, comme l'a fait Pascal, la question de la compétence chez les élèves, des compétences, c'est-à-dire d'élèves qui sont beaucoup plus performants que compétents, et comment l'évaluation va faire émerger, au contraire, prendre conscience des compétences. Et donc tisser des liens, au fond, entre l'évaluation formative et l'évaluation par compétences. Et donc, le travail, on voit bien, dans cette situation particulière, la proposition qu'on fait, c'est que l'idéal serait au fond de se dire, dans ce que les élèves sont en train de vivre, peut-être on peut avancer dans les programmes, mais c'est peut-être plus compliqué d'avancer dans les programmes. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas profiter du moment où la situation nous met à distance des élèves, qu'on n'est plus là pour voir comment ils avancent à l'intérieur d'une programmation, est-ce que ce n'est pas le moment de pointer les 3 éléments qu'on s'est donnés là, d'une part, se rendre compte, les aider à travailler, les accompagner
au fond, comment ont-ils automatisé un certain nombre de procédures et qu'ils puissent le vérifier eux-mêmes. La deuxième chose, c'est que de pouvoir vérifier est-ce qu'ils sont capables de choisir les bonnes procédures en fonction de ce qui est demandé, et est-ce qu'ils sont capables de combiner un certain nombre de ces procédures pour arriver à produire ce qu'on leur demande au fond dans les évaluations sommatives. On voit bien que la question là, c'est prendre le temps avec eux de se dire est-ce que le dialogue qu'on va instaurer avec eux va permettre aux élèves de rentrer en eux-mêmes et de travailler plus sur la façon dont ils fonctionnent dans leur rapport au savoir, dans leur rapport à ce qui leur est demandé pendant les évaluations, plutôt que dans l'évaluation sommative elle-même. C'est-à-dire, au fond, suspendre un peu le temps, le vivre un peu autrement par rapport à ça. Alors, par rapport à cette question-là, ça veut dire, au fond, penser différemment. Et donc, Pascal souhaitait revenir justement sur comment est-ce que ça se passe dans la pensée de chacun des élèves par rapport à ces procédures et par rapport aux apprentissages. Bonjour à tous, un petit bonjour avant de poursuivre. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais prendre effectivement la parole par rapport à ce que disait Christian tout à l'heure et zoomer sur un mot en particulier qui est celui de la procédure. Alors, je suis désolée, il y a mon petit dessin qui mange une partie du mot. En fait, le mot qu'il y a derrière le visage avec le petit lapin, c'est heuristique. Alors, ce que je voulais repréciser ou du moins poursuivre dans la première réflexion qu'on avait faite autour de l'algorithmicité, c'est de dire que, je crois qu'on sait bien expliquer ce procédé-là maintenant, que la pensée humaine est à deux vitesses. C'est pour ça que dans un des cerveaux, vous avez un lapin et dans l'autre, la tortue, pour faire référence à cette fable, pour dire que lorsque l'on parle de procédure, c'est-à-dire que lorsque l'on pose une question, lorsqu'on a un problème à résoudre, la toute première chose que fait le cerveau, c'est de donner une réponse sans réfléchir. Alors, et on ne peut pas agir là-dessus. On ne peut pas agir sur ce que le cerveau donne comme information, parce que le cerveau traite l'information beaucoup plus rapidement que la parole, que le temps que la pensée arrive à notre conscience. Alors, c'est un peu comme lorsque là c'est pas possible, mais si je devais lancer une balle à quelqu'un et que quelqu'un devait attraper cette balle, eh bien la personne ne prend pas le temps de mesurer la vitesse de déplacement dans l'espace de cette balle, ni la manière dont la manière dont elle va se déplacer dans l'espace. La personne va adapter son corps et va attraper cette balle. C'est ce qu'on appelle une heuristique. Ça, c'est une heuristique corporelle. C'est très important parce que, par exemple, si les sportifs de haut niveau devaient s'amuser à calculer la vitesse d'avancée de la balle, évidemment, ils rateraient toutes les balles, dans le cas des tennisman, par exemple. Donc, il est très important que le cerveau fasse les choses sans nous. C'est ce qu'on appelle une pensée heuristique. Pour les élèves, ça veut dire que lorsqu'on leur pose une question, la toute première réponse qui arrive est une heuristique. Ça veut dire que c'est une réponse qui est donnée par un traitement algorithmique qui est produite par cette heuristique. C'est-à-dire la personne ne peut pas réfléchir à la manière dont arrive la réponse. Alors, la personne peut s'arrêter, ou l'enfant peut s'arrêter à l'heuristique, c'est-à-dire qu'il donne la réponse qui lui vient, mais il peut aussi stopper une réflexion, maîtriser l'impulsivité de la réponse et entrer dans une autre manière de penser, ce qu'on appelle le système 2, qu'on appelle la pensée réfléchie, qui, elle, est coûteuse en énergie, parce que cela suppose de retravailler une réponse qui nous vient de manière extrêmement rapide et non réfléchie. C'est un travail compliqué, c'est un travail dont les élèves n'ont pas forcément conscience. D'ailleurs, les adultes, quelle que soit leur profession, n'ont pas forcément conscience de ça. Ces deux pensées sont extrêmement importantes. La pensée heuristique, parce que cela prouve qu'on a un cerveau qui fonctionne bien. Ça veut dire qu'il a encodé des procédures qui sont tellement pertinentes qu'il peut produire une pensée sans que ce soit conscient. Ce qui nous laisse énormément de place dans notre cerveau pour apprendre d'autres choses. Mais néanmoins, ce que l'on apprend, et en particulier les élèves qui vont faire de la connaissance nouvelle, eh bien, doivent modifier ou du moins ajuster cette pensée heuristique qui arrive à leur conscience. Ils doivent la réajuster
face à la connaissance nouvelle qui va arriver. Parce qu'il y a fort à parier que ce qu'il entend de l'enseignant et ce que son cerveau lui donne soit extrêmement différent. Et c'est extrêmement intéressant aussi, puisque c'est ce qu'on appelle apprendre. Donc apprendre, c'est ajuster la réponse que nous donne notre cerveau pour la modifier, pour prendre de la distance et pour mesurer la différence entre ce que je crois savoir et ce que je sais vraiment. Donc l'heuristique est très importante et elle est forcément dépendante de notre contexte social. On pense comme sa culture, on pense comme sa langue, on pense comme son environnement. Mais un des rôles de l'école est d'apprendre à l'enfant à se dégager et à se distancer plus exactement de sa pensée heuristique pour lui apprendre à penser autrement que par des algorithmies qui ne sont pas remises en cause. Donc évidemment, c'est important de ne pas priver les élèves de leur raisonnement et ça serait d'ailleurs, ce n'est d'ailleurs pas possible. On ne peut pas empêcher un cerveau de donner une réponse, mais on ne pourrait pas lui dire, voilà, ta réponse, tu ne nous la donnes pas. Au contraire, c'est une mine d'or parce que dans le meilleur des cas, je disais la dernière fois, dans le meilleur des cas, la réponse heuristique de l'élève est une erreur. Et c'est forcément une erreur parce que l'enfant n'est pas expert du savoir, donc ce qu'il produit comme pensée avec ce que son cerveau dispose, ce dont son cerveau dispose, c'est forcément très très éloigné de ce que l'enseignant veut lui faire comprendre. Et cette distanciation est importante et c'est ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, du point de vue neuroscientifique, c'est, je le disais, mais je l'ai dit très rapidement la dernière fois, c'est la mesure entre une réponse heuristique qui nous vient du cerveau, qui vient du cerveau de l'enfant, et tout le système d'adaptation pour qu'il puisse modifier son système algorithmique pour comprendre ce qu'on veut lui faire comprendre. Plus un élève a des difficultés, moins il va pouvoir remettre en cause cette heuristique. Plus un élève gère la connaissance et le savoir, plus il va pouvoir, il va faire facilement ce travail de transformation pour aller vers un système réfléchi, ce qui est absolument injuste parce que c'est très lié au système social, au système, à l'environnement, et d'où la nécessité d'accompagnement, en particulier pour les élèves en difficulté. Voilà, je vais repasser la parole à Christian en disant que finalement, ce lien entre la pensée heuristique et la pensée réfléchie, c'est-à-dire la manière dont l'enseignant va accompagner la gestion du savoir dans l'évaluation formative, est un enjeu extrêmement important. C'est peut-être même l'enjeu le plus important de l'école, puisque finalement, l'enseignant accompagne tous les jours de sa vie la modification de la connaissance, mais pas seulement au moment où il produit de la connaissance, où il donne de la connaissance pour l'élève, mais une fois que cet élève a intégré un certain nombre de connaissances, eh bien son cerveau continue à travailler la nuit, continue à travailler le jour, et lorsqu'il va retrouver l'enseignant 2 jours après ou une semaine après, eh bien son cerveau aura travaillé. Et c'est important que l'enseignant puisse se rendre compte de la modification de son heuristique, parce que cet enfant est en train forcément d'évoluer vers la connaissance nouvelle. Pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, nous pouvons modifier nos heuristiques, mais dans une certaine mesure seulement. C'est important pour comprendre que finalement, je peux entendre un discours, mais quel qu'il soit, que je sois un adulte ou que je sois un enfant, mais je vais modifier mon heuristique dans une certaine mesure seulement. Alors je prends cet exemple qui est très connu de ce médecin qui s'appelait Semmelweis, qui était un obstétricien et qui a compris assez rapidement qui se questionnait d'abord, avant d'avoir compris, qui se questionnait pour comprendre pourquoi les femmes qui accouchaient mouraient de fièvre puerpérale. Et il s'est rendu compte que, pour beaucoup de médecins, il passait du laboratoire de dissection de cadavres directement à une salle d'accouchement et qu'il ne se lavait pas les mains. Et que le fait de ne pas se laver, on est en plein dedans, mais le fait de ne pas se laver les mains faisait effectivement qu'il y avait forcément des microbes qui affectaient la parturiente. Et lorsqu'il a compris ça, il a voulu partager ça à ses collègues en disant mais lavez-vous les mains, c'est extrêmement important puisque c'est la cause de la mort puerpérale. Des fièvres c'est ce qui produit la fièvre puerpérale et c'est ce qui cause la mort des jeunes accouchés. Et les médecins à l'époque trouvaient ça tellement insupportable comme information qu'ils n'ont pas voulu entendre. C'est-à-dire qu'ils se finalement entendre, ça voulait dire qu'il s'était rendu responsable de la mort d'énormément
de femmes, de jeunes femmes. C'était tellement insupportable qu'ils ne l'ont pas cru et ils ont continué à ne pas se laver la main, ne pas se laver les mains. Donc voilà, c'était des médecins, c'était des scientifiques, mais néanmoins, l'information qu'ils entendaient ne pouvait pas être entendable et qu'il y avait comme une forme de blocage de leur système de raisonnement logique pour comprendre qu'effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. Et que nous sommes tous logés à cette enseigne-là. Ça veut dire que nous pouvons entendre des discours dans la mesure de ce que notre environnement nous permet d'accepter ou pas. Voilà, ça paraît d'autant plus important de revenir sur cette proposition-là. Ça nous a paru d'autant plus important que les élèves sont dans une situation de décontextualisation. C'est-à-dire qu'on sait aussi, alors là, du coup, par l'imagerie cérébrale, que les conditions de l'apprentissage ont des influences après sur les évaluations. C'est-à-dire le fait de se retrouver dans une classe avec tel enseignant conditionne aussi les processus de mémorisation. Vous avez peut-être vécu ça aussi, tout simplement, quand on retourne dans un lieu de son enfance, il y a plein de souvenirs qu'on n'imaginait pas avoir en nous et qui reviennent parce que on se retrouve dans un espace contextualisé par rapport à des souvenirs. Or ici, les élèves sont dans une situation décontextualisée. Et donc, cette réflexion-là nous paraissait absolument indispensable par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, on avait parlé de 3 propositions. La première proposition, c'est une démarche en 5 points. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais c'est une proposition. Et par rapport à ce que je disais dans l'introduction, c'est une proposition qui est plutôt tournée du côté de, comment j'allais dire, de l'initiative des enseignants, parce que dans cette situation-là, c'est plutôt eux qui ont la main dans la capacité à faire avancer les élèves dans cette logique. Donc cette proposition, elle tourne autour de 5 éléments. La question du temps, la question du dialogue, la question de l'erreur et la question des critères qu'on a séparés en 2 entre des critères de réussite et des critères de réalisation. Donc, je reviens sur ces éléments-là, mais voilà, je voulais aussi vous laisser le temps de d'intégrer, parce que là, c'est plutôt que du texte d'un coup, donc on y reviendra peu à peu. Mais alors, quand je parle de la notion du temps, c'est qu'il s'agit de passer, dans la situation dans laquelle sont les enseignants, j'allais dire d'une logique horaire à une logique du rendez-vous. Donc, c'est plus le même rapport au temps. C'est-à-dire, je prends rendez-vous pour rencontrer les élèves, soit dans des heures de classe qui sont données, soit de façon individuelle. Donc, ça, c'est important. Et la deuxième chose par rapport au temps, c'était, parce que ça aussi, on sait que l'enseignement fractionné est beaucoup plus efficace que l'enseignement massé. Sauf qu'on est dans un système où il faut pouvoir organiser le temps par rapport à des groupes classes et que très souvent, l'enseignement revient plutôt à des choses massées. C'est-à-dire que ce que j'appelle massé par rapport à distribuer, c'est quand on dit, si vous apprenez une langue, il vaut mieux faire 10 minutes par jour que de faire 2 heures à la fin de la semaine. C'est beaucoup plus profitable. C'est pareil quand on veut apprendre un instrument de musique. En fait, c'est vrai de tous les apprentissages. Or ici, on pourrait profiter d'un temps, aider les élèves aussi à revenir plusieurs fois, au lieu de se dire je fais telle discipline aujourd'hui, maintenant, puis après je n'y reviens plus jusqu'à avoir un nouveau contact avec l'enseignant. Eh bien, c'est non, c'est de se donner des rendez-vous, peut-être plus courts, plus brefs, etc. Mais amener l'élève aussi à penser qu'il a intérêt à reprendre ça par des périodes beaucoup plus courtes. On parle là, pas pour des élèves seulement de CE1 ou de CM2, hein, mais on parle d'élèves aussi de collège ou de lycée. C'est absolument la même chose. C'est-à-dire comment je peux gérer mon temps autrement pour avoir le maximum d'attention et pouvoir revenir à plusieurs moments différents dans l'apprentissage. Deuxième point, ce que j'ai appelé le dialogue, c'est-à-dire par rapport à la logique du temps, euh, comment dire ça? Avoir cette logique du rendez-vous, mais sur des temps sans doute beaucoup plus brefs, une parole plus brève d'abord, une parole qui va revenir plusieurs fois sur les éléments. Elle est plus brève, mais beaucoup plus ciblée.
et en même temps, elle fait rupture avec, au fond, ce qui se passe habituellement dans une heure de cours. Je rappelle quand même hein, une chose mathématiquement toute bête, mais si j'ai 30 élèves sur 55 minutes, ça ne représente pour chaque élève, pour pouvoir prendre la parole, 1 minute 50 par élève. Donc, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai peu, statistiquement, la possibilité comme élève, au fond, de poser des questions ou de revenir sur ce que je ne comprends pas. Ce n'est pas une chose simple. Ici, au contraire, c'est comme si on ouvrait une nouvelle voie possible pour que je puisse enfin parler de ce que je ressens et parler de mes difficultés. Ça veut donc dire que dans ce dialogue-là, il y a une place laissée à l'écoute. Quand je mets dialogue, j'aurais pu mettre aussi écoute. Troisième point, la question de l'erreur, c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la métacognition. Alors, je reviendrai sur cette diapo-là, mais quand on parle de métacognition, vous trouverez dans le montage, voilà, j'ai même mis les sources, hein, des grandes questions de métacognition qui sont celles qui pourraient aider vos enseignants à se dire, mais au fond, c'est quoi, comment engager les élèves dans la question de la métacognition et d'avoir non pas une recette, mais un support pour pouvoir me dire, au fond, quelles sont les questions que l'élève doit se poser par rapport aux apprentissages. Donc, vous retrouverez dans le montage cette petite grille, mais c'était simple de prendre rapidement connaissance, où on voit à la fois comment il se pose des questions aussi par rapport au temps avant de démarrer, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce qui m'amène à commettre des erreurs, etc. Qui est un vrai temps d'arrêt. Hein. Vous voyez bien, quand je disais être moins dans l'avance des programmes que dans une réflexion sur la façon dont je m'y prends pour travailler, une sorte d'apprendre à apprendre, c'était ça au fond qu'on voulait mettre, et la possibilité ici là, de travailler sur ces erreurs comme des richesses, comme des pépites à exploiter. Et puis, donc dans cette grille, tout à l'heure quand je parlais de critères de réussite et de critères de réalisation, ce qu'on appelle des critères de réussite, c'est l'idée du produit fini. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple, quand on pose la question, par exemple, dans un livre de recettes, quelles sont les recettes que vous faites le plus volontiers? Eh bien, les gens répondent celles pour lesquelles il y a la photo du produit fini au bout. Et donc, beaucoup d'élèves ou beaucoup de démarches pédagogiques consistent à expliquer comment on arrive. Par exemple, des gens qui disent, ben voilà, pour faire une dissertation, pour faire un commentaire composé, voilà comment il faut vous y prendre. Alors qu'en fait, ce que je propose là, c'est qu'au contraire, on fournisse aux élèves, et là, du coup, c'est facile par le numérique, des exemples de corrigés, des exemples de produits finis réalisés, et de demander aux élèves à partir de là de répondre à la question: qu'est-ce qui fait qu'un commentaire composé, par exemple, est réussi? Qu'est-ce qui fait qu'une dissertation est réussie? Qu'est-ce qui fait qu'un exercice de maths correspond à ce qu'on attend? C'est-à-dire intégrer la notion du produit fini, mais à partir de l'observation et de la réflexion. C'est-à-dire obliger l'élève à rentrer, j'allais dire, de façon cognitivement, à ce qu'il s'engage cognitivement dans la tâche elle-même. Et je fais la différence avec des critères de réalisation, c'est-à-dire ces critères de réalisation, là, ils partent non pas du produit fini, mais du produit en train de se faire. C'est-à-dire quand l'élève a commencé ou est à un moment de sa tâche et se trouve un peu en difficulté. Et à partir de là, on va poser la question. Critère de réalisation, c'est la question: qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour avancer ou pour progresser? Qu'est-ce qui manque à ce que tu as fait pour aller plus loin? Et c'est au fond à lui-même ou en réseau, ça c'est un grand intérêt de la mise en réseau des élèves, c'est-à-dire de travailler de façon coopérative. Si je prends un exemple tout simple, je suis enseignant de sixième, un élève a rédigé une introduction, mais qui est vraiment très pauvre et pas tout à fait conforme. Et donc, je demande à lui-même, mais aussi aux autres, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer son introduction? Et vous voyez bien, la question n'est pas quelle serait l'introduction parfaite. Non, non, c'est à partir de sa production à lui, que tout le monde peut voir sur ses écrans, qu'est-ce que vous proposez, non pas
travailler à sa place, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, par exemple enrichir le vocabulaire, éviter les répétitions, penser à la ponctuation, un certain nombre de critères précis qui permettent après à l'élève de travailler et de continuer seul à avancer dans le travail. Deuxième proposition, apprendre à coopérer avec le numérique, c'est-à-dire qu'ici, ce serait une proposition non pas où l'enseignant aurait la main, mais au contraire une proposition où ce sont les élèves qui auraient la main, c'est-à-dire engager les élèves à s'habituer, au fond, à travailler pour eux-mêmes, à prendre une forme de responsabilité, mais une responsabilité accompagnée, j'allais dire, hein, de l'élève par rapport à ça. C'est-à-dire, au fond, vous êtes en train, je vois beaucoup de choses qui passent sur les tweets, etc., comment les enseignants sont en train de découvrir les plateformes numériques et comment justement échanger autour des plateformes qui vous paraissent les plus intéressants. Et par rapport justement à ce que disait Jonati, qui avait des doutes sur l'avancée numérique, ben, on dispose de ça. Je vous ai mis un exemple, alors qui est figé, hein, qui est une image, mais quand on regarde par exemple un outil comme celui-ci, hein, qui s'appelle Outils numériques pour enseigner et apprendre, et qui est composé à l'intérieur d'un tas de menus déroulants en arborescence, eh bien, il y a là des ressources absolument incroyables pour les élèves, et surtout pour que les élèves puissent travailler sur leurs propres erreurs. C'est-à-dire que la question, c'est comment je peux travailler autrement, comment je peux moi-même m'améliorer. Une des choses qui est souvent citée par les élèves eux-mêmes, c'est l'idée de dire on ne peut pas demander 25 fois à un enseignant de répéter la même chose. Alors que sur les plateformes numériques, je peux remettre un tuto autant de fois qu'il est nécessaire pour me dire, alors voilà, je commence à comprendre des choses. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est que beaucoup de ces propositions d'exercices sont des exercices un peu comme les jeux vidéo qui me permettent toujours d'avancer vers de la réussite. C'est-à-dire que je peux recommencer une épreuve, mais au bout de cette épreuve, je finis par passer au palier au-dessus, etc. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de visibilité de la progression dans la compétence. Je passe d'un niveau à un autre. Un peu comme les ceintures de judo que j'acquiers peu à peu et qui apparaissent dans ce type d'outils numériques qui sont tout à fait irremplaçables et que même une fois le confinement terminé, en fait, le soutien des élèves en difficulté pourrait non pas venir empiler des heures de cours, mais au contraire être proposé ou renvoyé aux élèves, non pas pour tout seul, mais accompagner les élèves en leur disant, mais au fond, au lieu de faire encore un devoir, puis encore un devoir, encore un devoir, de lui permettre d'aller vers des outils numériques pratiques et qu'il va utiliser lui-même par rapport à ceux qui lui conviennent le mieux en fonction de ce que vous allez lui offrir comme type de ressources. Et puis, troisième et dernière proposition, c'est la question, au fond, de est-ce qu'on peut penser autrement? Est-ce qu'on peut élargir notre façon de penser? Et donc, une des pensées qu'on a souvent peu le temps de développer dans le cadre scolaire, alors qu'elle est totalement indispensable à la réussite après de nos études, c'est la pensée par inférence. C'est-à-dire, bien souvent, on est dans un système qui est basé sur des programmes progressifs, mais dans lequel, ce que j'ai mis, l'acquisition des connaissances se fait par accrétion, hein, qui est un terme de physique, où finalement, il y a une sorte de noyau, et puis peu à peu viennent, comment j'allais dire, s'agglomérer les connaissances les unes sur les autres peu à peu. Hein. Le même chapitre devient peu à peu plus important, puis dans une classe, on continue à compléter, etc. Mais où du coup, quelque part, il manque des éléments sur les liens qu'on pourrait faire entre les disciplines ou d'une connaissance à une autre. Et donc, c'est ce processus-là qui est justement, comment j'allais dire, le
processus de l'inférence qui permet au fond de passer d'une assertion ou d'un énoncé à quelque chose d'autre. Et donc qui favorise aussi chez les élèves tout ce qui est de l'ordre de la pensée par hypothèse, c'est-à-dire l'inférence m'amène à imaginer, à créer des hypothèses et à venir au fond les vérifier, les compléter, ainsi de suite. Je vous ai mis un petit tableau très simple, mais Pascal va largement compléter, dans lequel j'ai pris ça, c'est dans le système belge que je voyais cet élément-là, à propos d'ailleurs à l'intérieur de textes, où ils font une séparation entre ce qu'ils appellent l'inférence logique, c'est-à-dire au fond ce que je vous ai mis là, je repère, je commence à lire et au fond dans le texte ou dans le document qui m'est donné, parce que ça peut être de l'observation, je repère un élément et puis plus loin, on m'en donne un autre et je fais des liens entre les deux pour arriver à créer de la connaissance, c'est-à-dire en ajoutant les éléments les uns les autres, en créer des liens entre ces éléments, eh bien, de façon logique, j'arrive à produire une pensée beaucoup plus synthétique, alors que je suis parti d'une démarche qui est plutôt analytique. C'est-à-dire comment l'inférence permet au fond de passer d'une logique analytique à une logique synthétique. Et puis c'est développé d'une autre façon en parlant d'inférence pragmatique, où là, il serait plutôt de liens entre des connaissances de disciplines différentes, où je repère dans un texte ou dans un document des éléments que je suis en train de découvrir, mais que je suis capable, le dessin du petit cerveau, de mettre en relation avec des connaissances précédentes ou des connaissances d'une autre discipline, et qui m'amène cette fois-ci à créer une connaissance nouvelle à partir du lien que j'ai pu tisser entre les deux, et qui me permettent véritablement de, comment j'allais dire, de créer un savoir, un savoir qui devient une connaissance, justement, c'est-à-dire qui m'est complètement intégré à moi-même. Et donc, ce que je vous propose, c'est de laisser à Pascal, à partir de cette réflexion, au fond, sur l'élargissement de la pensée, sur cette question d'hypothèse et d'inférence, de façon à ce qu'elle conclue, justement, par rapport à tous ces éléments de pensée, quelle pensée pour l'apprentissage? Alors, si je devais conclure, mais je pense que la conclusion ne m'appartient pas, c'est plutôt un partage entre nous sur ce que vous avez entendu. Mais pour reprendre ce que je disais, Christian, sur ce que disait Christian, effectivement, et puisqu'on parlait d'éthique à la dernière session, on peut penser, parce que c'est un paradigme, que finalement, lorsque l'on apprend à comprendre les choses, à les connaître, eh bien, il y a comme une forme d'empilement de connaissances qui fait que, alors on ne considère pas l'élève comme un entonnoir dans lequel on mettrait un certain nombre d'informations et on tournerait la manivelle pour que le cerveau puisse intégrer cela, mais quelquefois on n'est pas très loin de cette réalité. Et évidemment, le fait qu'il y ait des programmes, et c'est très important que ce le soit, je ne remets pas du tout ça en cause, mais un certain nombre de connaissances extrêmement importantes, trop importantes sans doute en 15 années de scolarisation pour un élève, c'est de penser que c'est cet empilement de la connaissance qui va construire la connaissance. Or, je crois qu'on se trompe, et là encore, les neurosciences, aujourd'hui, travaille beaucoup sur, alors pas sur la connaissance, mais sur la manière dont le cerveau traite la connaissance. Et il y a des recherches qui sont faites maintenant depuis, qui sont faites depuis à peu près 5 ans, mais qui sont très importantes depuis les 2 dernières années, parce qu'on vient de se rendre compte de quelque chose d'assez étonnant, d'assez incroyable. C'est de comprendre, et je reprends la notion de temporalité qu'utilisait Christian tout à l'heure, c'est de comprendre que la notion du temps est extrêmement importante. Alors, on savait par exemple en termes de temps que lorsque le cerveau décroche, c'est-à-dire quand il dort, eh bien, c'est là qu'il traite de l'information. Ce que l'un élève entend dans une journée, c'est une information qui tourne autour, en orbite, qui tourne autour de son cerveau, mais elles ne sont pas catégorisées, elles ne sont pas rangées, et il faut qu'il intègre toutes ces informations-là.
Et c'est quand il va dormir que son cerveau va ranger les informations, les trier, ça veut dire en éliminer certaines et en garder d'autres, pour constituer ce qui fera ce qu'il est en tant que personne, c'est-à-dire un être avec une identité qui est à la fois psychologique et qui est à la fois cognitive. Et que ce vers quoi se penchent les chercheurs aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de comprendre, et c'est très important de l'intégrer, on est en train de comprendre que pour pouvoir intégrer les informations, eh bien, l'enfant a besoin de temps où il ne fait rien, c'est-à-dire un temps où le cerveau n'est pas sollicité par des connaissances extérieures, et c'est-à-dire ce temps est nécessaire à l'intégration des connaissances. Et ce qu'on est en train de comprendre, c'est que ce temps qui, est normal, qui doit être de 2 heures par jour, 2 heures par jour, pas massé, mais des moments d'un quart d'heure, 20 minutes, plusieurs fois par jour. Ce temps est totalement nécessaire pour que l'enfant puisse, Christian en parlait tout à l'heure, faire en sorte que le savoir devienne de la connaissance. Alors, ça veut dire quoi que le savoir devienne de la connaissance? C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, aucun enfant, ni personne d'entre nous aujourd'hui là derrière l'écran, n'intègre les informations de la même façon, puisque la manière dont nous intégrons les informations va nous donner la couleur de notre identité. Nous sommes des êtres de connaissance, mais évidemment, ces êtres de connaissance vont traduire la connaissance, qui vont faire notre unicité. Et pour que la connaissance soit une connaissance, il faut qu'elle passe par soi. Il faut qu'elle passe par ce qu'on est en tant que personne, dans un contexte dans lequel on a été élevé. Mais si l'information n'est pas intégrée, mâchée, remâchée, elle risque évidemment de devenir un empilement de connaissances, et elle risque de partir en fumée. On voit bien pour les élèves qui préparent leur bac, ils travaillent énormément dans l'empilement des connaissances. Le bac passé, le bac en poche, finalement, des informations sont toutes oubliées, quasiment. On n'a pas beaucoup de souvenirs aujourd'hui de ce qui nous reste, nous, de la manière du nombre de connaissances qu'on a empilées avant le baccalauréat ou avant n'importe quel programme universitaire. Je voulais vraiment insister sur le concept de réseau du mode par défaut, d'où l'importance, encore une fois, de travailler des moments courts, perlés dans la journée. Il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites avec des enfants de primaire, des enfants à qui on a imposé un temps d'intégration, et puis encore un autre temps d'intégration, puis encore un autre temps d'intégration, j'ai envie de dire comme ça se fait habituellement dans les classes de maternelle, et un autre groupe d'enfants où il y a eu un temps d'intégration, les enfants étaient en CP. Une information et un moment où les enfants restaient silencieux. Alors, soit ils rêvassaient, ils ne faisaient rien, ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, soit ils dormaient parce que beaucoup s'endormaient. Puis un autre travail d'intégration et un autre temps de silence, etc. Et ça a été fait pendant 3 mois, ça a été fait dans plusieurs pays. Et on s'est rendu compte que les enfants qui bénéficiaient de ce temps de silence, le temps où il ne se passe rien finalement, eh bien leur cerveau travaillait beaucoup plus, parce qu'il y avait ce temps d'intégration qui donne cette couleur justement si intéressante pour la majorité de chacun. Voilà, d'où la nécessité d'apprendre à un enfant, parce que je pense qu'il y a des enjeux éthiques extrêmement importants, de prendre le temps, parce qu'il y a dans la transmission des connaissances quelque chose qui relève de l'enfant qu'on va accompagner pour qu'il devienne un homme et une femme. Et on prend le temps. Ça nécessite du temps, ça nécessite beaucoup de temps. Donc, bien sûr, il est extrêmement important d'apprendre. C'est le support qui fait que l'enfant va se développer cognitivement. Mais ce développement cognitif, j'ai envie de dire, a un coût. Et le coût, c'est le temps. C'est le temps qu'on laisse à l'enfant pour intégrer ses connaissances, même si je sais bien qu'il y a un programme et qu'il faut galoper. Mais ce temps est un, comment dire, c'est pas une option. Et je sais bien que les programmes n'en tiennent pas compte, mais c'est un temps qu'il faut réfléchir pour l'avenir de l'école, parce que vu la multiplicité des savoirs, je sais pas comment vont faire les enfants pour pouvoir intégrer ce type d'informations extrêmement nombreuses. Je pense qu'on va pouvoir assister à des décrochages ou à des burn-out qui vont être importants dans l'avenir si on n'y prend pas garde. C'est un point de recherche extrêmement important. Alors Francis Eustache est un des spécialistes de cette recherche-là, mais il n'est pas seul. Et on sait aujourd'hui que le manque de temps
donné aux enfants dans les connaissances laisse présager des difficultés psychologiques, voire psychiatriques de haut niveau. Donc, je ne sais pas pour vous faire peur, mais c'est pour dire que justement, cette époque où on galope, où on galope terriblement, où il faut aller plus vite que vite, et il faut faire de plus en plus de choses, il faut que les enfants fassent le maximum de choses, bien non. Justement, c'est peut-être ce qu'est en train de nous apprendre le confinement aujourd'hui. On est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter, on ne sait plus quoi faire, mais on est obligé de reconsidérer le temps. Et voilà, prenons ce qui nous est offert pour essayer de l'emporter avec nous dans le futur, je veux dire, de l'école suite au confinement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette écoute à vous tous.